J'ai à cœur, parce que là, je vois les arrestations, Oui. je vois, parce que je regarde le journal télévisé de Alger, enfin la chaîne nationale. Oui. On a droit à de blabla. J'ai jamais vu ça, même dans les pays de l'Est, même dans les pays de communistes, le matraquage, Gaïd Salah tous les jours, mais ça ne sert à rien. Il ne comprend pas. Que ça ne sert à rien. Vous avez l'impression que le dialogue de sourds continue? Oui, oui, ça ne sert à rien parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Gorbatchev, quand c'était la fin de l'URSS, il n'avait plus que la télé à sa disposition. L'armée l'a lâché, tout le monde l'a lâché. Il était tous les jours. Mais sa popularité est descendue à 10%. Il parle. Et puis Gorbatchev, c'était autre chose que Gaïd Salah, c'est du point de vue intellectuel. Il parlait, il argumentait, mais il n'était pas écouté. Ça ne sert à rien de matraquer tous les jours. S'il était malin, c'est de faire des vidéos, des trucs, tu sais, sans qu'on te voit. On n'a pas besoin de te voir, hein, tu fais. Et puis ne va pas brutalement, l'armée, les témoignages, le Jeish. À la fin du livre, moi je propose, pour s'en sortir, parce qu'il y a un dialogue de sourds, Gaïd Salah et puis l'armée, ils disent avec qui on dialogue, et c'est vrai que l'opposition, on connaît, c'est vrai aussi que chacun dit, moi je veux Bouchachi, moi je veux... Ah oui, mais Ibrahim il est vieux, et puis il faut... Mais c'est pas... L'Algérie n'a pas besoin d'homme-providence. Et même un homme, même on met le plus honnête de tous les hommes ou toutes les femmes. On met une femme qui est vraiment la plus honnête. Mais il y a tellement de lourdeur. À l'échelle d'un État, un homme providentiel ou une femme providentielle, il va donner ses ordres. Si les types ne veulent pas faire, ils ne feront pas. C'est pour ça que moi, je propose une assemblée nationale, démocratique et citoyenne. Comment? J'ai tout détaillé dans le livre. Tout était détaillé. On ne va pas trahir les secrets du livre, vous pouvez en voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que je propose? Je ne vais pas demander à ce que le peuple algérien se met à occuper les casernes. On ne va pas demander à ce qu'ils occupent El Mouradia ni les palais. Non. On va... ma proposition, c'est une proposition révolutionnaire, c'est-à-dire qui marquera l'histoire de l'humanité. Je ne dis pas de l'Algérie, de l'humanité. Nelson Mandela a eu son parcours. Pour l'Algérie, je propose une assemblée qui soit légitime. Qui dialogue avec l'armée, qui ne négocie pas avec... enfin, je veux dire, elle n'essaie pas de trouver des concessions, etc. C'est de négocier la passation des pouvoirs. C'est-à-dire que ce qui est logique et légitime partout. Il y a très peu de pays maintenant où l'armée dirige. C'est des civils. Oui. Ils ont jusqu'à maintenant mis des hommes qu'ils pouvaient contrôler. Quand ils ne peuvent pas les contrôler, ben soit ils les liquident physiquement comme Mohamed Boudou-Diaf, ou soit ils vont le démettre, et j'en raconte dans le livre le processus, là, comment ils ont fait. Ils ont même encouragé une partie des islamistes pour foutre la pagaille, faire partir les démocrates et les francophones, mais aussi beaucoup de démocrates, et occuper le terrain. Ils ont gagné beaucoup de temps, puisque pendant ce temps-là, ils ont pillé les richesses, hein, c'est des milliards. Donc, de dollars, pas de dinars. C'est que on va faire une votation citoyenne. Cette votation existe. On a eu en France, quand le pouvoir ne voulait pas céder sur un thème. Par exemple, en ce moment, il y a la privatisation des aéroports de Paris. On fait une votation citoyenne et les citoyens s'expriment. Ils imposent leur point de vue. Sauf qu'en France, maintenant, c'est reconnu. C'est-à-dire dans la Constitution, dans les institutions, si une pétition ou une votation citoyenne réunit 1 million de personnes,
on va organiser, on se soumet, on organise un référendum. Donc là, en Algérie, vu que c'est un blocage, il s'est fait exprès. J'ai raconté, c'est pas dans le futur, le livre il est prêt à apparaître dans les jours qui viennent, tout est bouclé, que des personnalités militaires ont acquis des capitaux dans Aigle-Azur et dans Chafoto et Maury, dans des grandes sociétés françaises. Et que maintenant, avec cette révolution algérienne, ils sont en train de retirer leur argent. Donc, tous ces gens-là, ils ont besoin d'être protégés, entre guillemets, par l'état-major. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir comme ça, parce que s'ils lâchent le pouvoir, on va demander des comptes. Et c'est pas difficile. Moi, j'ai expliqué le processus, comment un simple... Et d'ailleurs, c'était mon ami. Ariski et Djerouiden, c'était mon ami. Et on a travaillé ensemble longtemps. Il était à Montreuil. Il avait une petite société qui s'appelle GoFast. Il vient d'une famille très pauvre. Et il n'a pas d'héritage. Il a commencé avec 10 000 francs. Et donc, du jour au lendemain, il se retrouve à la tête d'Aigle-Azur. C'est GoFast, sa société qui achète Aigle-Azur. Et tout d'un coup, il y a des avions qui valent des milliards. C'est pas... Je suis désolé. Moi, j'étais plus riche que lui. Et j'aurais pas pu acheter des avions à plusieurs milliards. Donc, j'interroge. Et puis, en plus, il y a eu des tas de processus avec les Chinois, etc. Et ces Chinois, il y a même des assassinats d'hommes de paille. Enfin, tout ça, c'est très opaque et confus. Donc, ces gens-là, ils sont dans des marécages très très sales. Donc ils vont contre la montre. Ils veulent. Donc le seul moyen, c'est que le peuple n'a que sa voix et sa tête et ses mains. Il n'a pas d'armes. Et même s'il a des armes, c'est pas la solution. L'Algérie n'a pas besoin d'un seul mort dans cette révolution. Il y en a trop eu, dirait-on. Il y en a eu trop eu, beaucoup de drames. Il y a des enfants qui sont maintenant des adultes, qui voyaient des cadavres, qui sont marqués à vie. Donc, la violence en Algérie, le sang, il est à bannir. Mais il y a un moyen, c'est la votation citoyenne. Comment ? Moi, pour ne pas compliquer, parce que je connais bien les institutions, les droits constitutionnels, j'ai suivi, j'ai écrit des articles sur la constitution algérienne, les constitutions au Maghreb, j'interviens. Je suis économiste, les gens me disent, oui, mais tu es économiste, tu comprends pas peut-être les... Mais oui, mais la politique, je la suis quand j'avais 17 ans, j'ai 63 ans. Donc, dès 7 ans, j'écoutais déjà les informations et je lisais beaucoup. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'Internet. Vous avez fait votre propre opinion. Voilà, je lisais au jour le jour. L'histoire de l'Algérie, je la connais par cœur. J'ai été plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de discuter avec des amis. D'ailleurs, dans le livre, je ne cite pas leur nom pour qu'ils n'aient pas d'ennui, mais j'essaie d'analyser les concordances des faits. Et j'arrive à des conclusions. Donc là, je propose, et je détaille du point de vue institutionnel comment il faut faire. En Algérie, on a une assemblée nationale populaire qui n'est pas du tout populaire, qui compte 462 députés. C'est une grande nébuleuse d'ailleurs aujourd'hui. Régulièrement, on a mis à l'index le nombre de députés, incapacité à être efficace, leur rémunération, ce genre de choses. Voilà, exactement. Moi, j'ai discuté avec des députés, effectivement, qui m'ont dit, mais nous, on n'a même pas d'assistants, d'assistantes ou d'assistants pour... Parce qu'il faut savoir qu'en France, chaque député a droit à 3 assistants, une secrétaire et 2 attachés des cadres. Ils préparent les projets de loi, ils décortiquent le budget, ils décortiquent tout. Ils préparent les dossiers. Moi, j'étais conseiller de l'ancien député de Montreuil, Jean-Pierre Brard, et je travaillais beaucoup avec son cabinet. J'ai fait moi-même des propositions. C'est mâcher, c'est travailler, parce que ça demande des jours et des jours et des jours. Ne peut pas être il y avait 3 personnes à plein temps, plus des conseillers comme moi qui alimentaient ça.
Donc il allait à l'Assemblée avec des propositions. Par exemple, sur l'Algérie, c'est moi qui lui ai préparé pour défendre les intérêts de l'Algérie. Attention, hein, c'est un homme qui a fait des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie. Donc c'était un pro-indépendance et il a continué. Mais c'est moi qui proposais les sujets parce qu'il ne peut pas les inventer. Ça, c'est un exemple. Mais je sais que j'ai des députés algériens on était dans des colloques, on se voyait 24 heures sur 24, on mangeait ensemble. Ils se plaignaient de ça, mais c'était fait exprès. C'est pas manque de moyens, l'Algérie a les moyens. C'était fait exprès. En plus, que ce soit l'Assemblée nationale populaire ou que ce soit le président de la République, ils n'ont jamais dépassé 30% du point de vue taux de participation. Et on dit, ouais, 36. Mais tout le monde sait que le matin, il n'y avait même pas 12. Mais on bourre les urnes, ça se fait dans tout le Maghreb et en Algérie aussi. Donc on bourre les urnes. Donc on va dire, ok, 30%, 36% officiellement. Donc nous, moi personnellement, je mise sur une participation de 60-80%. Imaginez que 60 à 80% des Algériens et des Algériennes votent pour qui n'est pas organisée par le régime. Parce que pourquoi les Algériens, et là aussi j'explique pourquoi les Algériens et les Algériennes ils ne veulent pas voter. C'est parce qu'ils savent que ça ne sert à rien, que ces hommes et ces femmes ils ne vont rien faire. Contrairement à ce que les médias officiels disent, ce n'est pas un désintérêt, ce n'est pas une dépolitisation. Moi j'ai donné des statistiques sur l'évolution de l'analphabétisme en Algérie. Il y a très peu d'analphabètes. Les analphabètes, c'est comme nos mamans, ils ont pas eu la chance, ou nos papas, ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Donc ils ne se sentaient pas forcément concernés par la question. Oui, mais ils ne pouvaient plus, voilà. Ils pouvaient plus. C'est pas. Mon père, c'était quelqu'un qui voulait faire des études, mais les conditions ont fait qu'il ne pouvait pas, parce qu'il a travaillé à 12 ans pour nourrir sa famille, et puis voilà. C'est plus le cas en Algérie. C'est plus maintenant. Et puis, il y a aussi l'accès à Internet, la politisation. Il y a eu des études. Le peuple algérien, il est très politisé, il est conscient, il sait tout, il sait beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas de souci à ce qu'il y ait une votation qui réunit 60 à 80%. C'est possible sur le plan matériel. Sur l'aspect politique et puis même pratique, d'abord, le peuple refuse. Je ne sais pas où M. Gaïd Salah vit. S'il vit en Algérie, les gens, ils ne vont pas voter. Ils n'ont pas. Là, avant, ils avaient peur. Ils ne vont pas voter, mais laisser les urnes ouvertes, les bureaux de vote. Maintenant, ils ne veulent plus. Maintenant, ils vont se mettre devant les bureaux de vote. Il n'y aura pas de votants. Comment on peut bourrer des urnes s'il n'y a personne, s'il y a maintenant avec les caméras, on bloque les bureaux de vote. Donc, ce n'est pas possible. Un président ou une présidente n'a aucune marge de manœuvre face à l'armée et face aux institutions existantes. Et on n'a aucune certitude que ça se passera sans trucage, etc. Donc c'est pour ça que je dis, les manifestants, la rue algérienne, le peuple algérien doit se doter d'une assemblée qui soit représentative et qui négocie avec l'armée la passation des pouvoirs. Cette assemblée, elle ne sera pas une assemblée délibérative. On n'est pas d'accord sur le découpage, on sait qu'il n'est pas neutre, on a favorisé telle région, etc. On le sait, mais il faut être pragmatique. On ne va pas convoquer des instances pour faire un autre découpage. On va partir du découpage actuel. De toute façon, le découpage actuel, ça nous donne 462 députés. On va le garder, sauf qu'on va changer la méthode de votation dans chaque circonscription. Il faut qu'il y ait un comité au niveau de chaque circonscription ce comité, dont les membres ne peuvent pas se présenter, ils ne peuvent pas juger parti, ils seront là uniquement pour étudier les dossiers. Les dossiers de candidature dans chaque circonscription,
étudié par un comité indépendant. Et là, on fait recours à la technologie, à Internet, et on demande l'aide et puis la diligence et puis aussi l'appui de toutes les bonnes volontés qui ont une connaissance technologique, c'est-à-dire les Algériens. Et nous savons très bien qu'on a des gens très compétents qui nous aident pour avoir des systèmes sécurisés pour la votation et ainsi que pour le choix des candidats. Et donc, il ne faut pas qu'on se retrouve avec 1000 candidatures. Et il faut que tout le monde soit raisonnable, parce que là, c'est un acte de volontariat. C'est pas pour occuper des postes. D'ailleurs, cette assemblée, pour couper court aux spéculations, les membres de cette assemblée qui sera élue ne peuvent pas candidater pour être députés pour la prochaine fois, parce qu'il faut qu'ils soient neutres. Ils ne peuvent pas être ministres, ils peuvent pas. Donc ils font ça bénévolement pour l'État, pour le pays, pas pour l'État, pour le pays. Et leur nom sera considéré dans l'histoire comme des gens qui ont contribué à vraiment faire émerger cette démocratie. Moi, je propose que ceux qui seraient candidats, ils devraient avoir fait preuve de leur participation active à toutes les marches. On les a vus, pas quelqu'un qui nous sort, parce que moi je me méfie des services de renseignement, les services secrets, ils ont des réseaux, ils ont des gens, il faut faire, ils vont, et puis on va se retrouver avec des gens, les renseignements, et puis là on perd tout. Il faut vraiment que ce soit des candidats qui ont aussi on a une preuve de leur probité, honnêteté, on les connaît, et puis avec aussi un niveau de diplôme, parce que il faut lire, il y a beaucoup de lois, mais cette assemblée ne va pas voter des lois pour j'ai des lois pour faire une autoroute, on va pas, parce que sinon on mélange tout, puis chacun. L'objectif, c'est d'assurer la transition. Donc là, cette assemblée va discuter, Assemblée nationale démocratique et citoyenne, elle va discuter uniquement de la préparation de vraies élections. Les vraies élections, contrairement à ce que propose le pouvoir, on ne va pas commencer par l'élection présidentielle. On va commencer par l'élection d'une vraie assemblée. Cette assemblée va nous permettre, c'est comme d'aller vers d'aller vers une vraie élection des députés. Je ne propose pas une élection, une assemblée constituante. Pourquoi? Parce qu'on va diverger. On va vraiment diverger, c'est-à-dire si on a une assemblée constituante, on va parler des problèmes linguistiques. Est-ce qu'on met l'arabe ou le berbère? Est-ce qu'on met ensuite sur les femmes, sur le droit de la famille? Tout ça, on le laisse après. Et on le laisse, il faut que ce soit... J'ai pas dit qu'on ne va pas le discuter. C'est pas le moment. On va le discuter plus tard quand on va assurer la démocratie. Quand il y aura une vraie démocratie, et bien là... On fera plus qu'a fait Bouteflika avec sa mascarade. Moi, j'ai suivi ça. J'ai même des amis qui ont participé, un militaire et un civil. Ils reçoivent des personnalités, on ne sait pas d'où ils sortent. Non, on va faire de vrais débats. Mais après, il faut d'abord qu'on sauve la maison. C'est-à-dire, il faut une assemblée tout de suite pour organiser 2 scrutins. Peut-être même commencer par les élections législatives et ensuite les élections présidentielles. Et ça, c'est possible. En Tunisie, ils l'ont fait, en diminuant les pouvoirs du président, etc. C'est possible, mais on le fera plus tard. Ça, c'est pas... Le plus urgent, c'est que l'armée a devant elle, et l'opinion publique nationale et internationale, ils ont une assemblée qui a été élue par 60 à 80% d'Algériens. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et on ne va pas nous dire comme... moi, je vous regarde le JT tous les jours. On ne va pas nous dire, ouais, mais il faut... La majorité des Algériens, on donne la parole à des gens dans la rue, des services de renseignement. Ah oui, ils veulent des élections présidentielles. Il n'y aura plus de débat. On va plus des... Qu'est-ce que veulent les Algériens? Ben, ils ont voté, ça y est. Et
il faut que l'armée assure la sécurité, bien sûr des frontières, et puis également jouer son rôle. Cette Assemblée nationale démocratique et citoyenne, on va faire appel à un seul tour, parce qu'avant il y avait les magouilles entre les partis au deuxième tour. Là, on n'a pas besoin. Il faut quand même qu'il y ait un sens de responsabilité et de dévouement de tous les Algériens dans ce domaine. C'est que les candidats, il faut vraiment des candidats sérieux ou des candidates sérieuses avec des qualités que j'ai citées, être impliqué dans la vie associative, être impliqué dans les marches qu'il y a eu, être vraiment des citoyens qui veulent le bien du pays, qui sont pas des partis qu'il faut exclure, parce que sinon on va retrouver, parce que les partis sont déjà installés, ils sont équipés, ils vont mettre des candidats. C'est pas ça qu'il faut, c'est vraiment, c'est pas qu'on veut exclure les partis, c'est pas une assemblée qui sera délibérative c'est une assemblée qui est vraiment de transition. Et puis, donc il y aura un comité dans chaque circonscription, mais on peut imaginer une coordination de tous les comités, et au niveau national, il y a un comité qui peut arbitrer aussi. Tout ça, ça peut se faire par Internet. Et on ne va pas faire appel à des affiches, à des bulletins, parce que ça, d'abord, ça coûte, on n'a pas les moyens, mais on peut faire une votation par Internet, mais là, c'est nos amis informaticiens et informaticiennes qui vont nous aider à avoir un système fiable, sécurisé. Il y a un travail qui se fait, mais ça je laisse. Moi c'est des propositions, mais après l'idée elle est là. L'idée c'est que on élit une assemblée nationale démocratique et citoyenne avec 462 députés qui auront comme seule tâche d'affirmer que le peuple il a une représentation, il est légitime, et en plus c'est indiscutable parce que les élus ils ont recueilli 60 à 80%. Je suis un expert, j'ai passé mes vacances à faire ce livre, j'ai arrêté, je suis resté dans... Ma petite famille est partie en vacances, je suis resté. Nous on le fait, on est intéressé pour notre conscience, pour aussi, après notre mort, pas de notre vivant, qu'on ait un peu d'éloges et de félicitations, mais quand on sera sous terre, hein, parce que de notre vivant, on n'attend rien du tout. On n'a rien attendu, et moi je suis candidat à rien. Mais peut-être au prochain conseil municipal de Montreuil. Oui, c'est 100 000 habitants. Il y a beaucoup d'Algériens. Ah oui, mais je compte sur eux. Mais je ne fais pas ça pour me faire élire. D'ailleurs, si je suis candidat, ça sera avec le maire actuel, que c'est lui qui sera le maire, c'est pas moi. Moi, je serai dans sa liste seulement. S'il accepte, hein, il a même pas, il le sait même pas. Il le verra peut-être. Il le verra. En tout cas, ses assistants et ses assistantes le sauront. Mais je dis, nous, on est en France, on a nos enfants qui vont à l'école, ils ont des activités, ils bénéficient de ce que la communauté et le budget français nous donnent, et pour les écoles, pour les piscines, pour les équipements. Nous ne défendons pas nos intérêts. Mais le peuple algérien, il doit savoir que s'il ne se mobilise pas pour cette occasion, dans cette période, c'est foutu. Il faut savoir que l'Algérie n'a pas beaucoup de temps à exploiter. C'est-à-dire que le pétrole et le gaz, ils sont en diminution d'après toutes les études. La population algérienne sera de 50 millions d'habitants en 2030. N'oubliez pas que il y a beaucoup de familles qui consomment le gaz. Imaginez une augmentation donc de la consommation de gaz et d'eau, etc. Et imaginez aussi que les besoins augmentent et qu'en même temps les revenus, les ressources diminuent. La grande bataille, c'est effectivement d'aller vers des institutions démocratiques, une vraie démocratie que j'espère qu'il va impacter tous les pays voisins, je le dis bien, pour la construction de ce que sur quoi je travaille beaucoup, c'est
un Maghreb uni et puis une communauté économique maghrébine. Mais le cas de l'Algérie, si ça réussit, c'est pour l'Afrique et tout le monde aussi arabophone. Qu'on soit clair, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas d'ethnie arabe, il y a des arabophones. Moi, je suis berbère, mais je ne suis pas que berbère, je suis mélangé, je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je suis. Oh, j'ai même des Portugais, je ne sais plus. Quand on regarde, c'est mélangé, mais je parle arabe, je suis arabophone. Comme beaucoup d'Algériens, ils sont arabophones, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont arabes. Donc on enlève ces différences. Nous sommes tous pareils et le seul objectif, c'est nos enfants, c'est les enfants, parce qu'il faut imaginer qu'un jour, si il n'y a pas un État démocratique qui donne aussi un contrôle sur les finances, le budget et puis toute cette richesse, et ça va continuer comme avant. Et puis on dit actuellement on a arrêté Haddad, on a arrêté ceci, cela, mais sachez que ça ne représente pas grand-chose du point de vue de l'argent qui a été détourné. L'argent qui a été détourné, il a alimenté Aiglazur, Chafoto et Mori. Il est actuellement, il y a un bouquin que c'est pas moi qui l'a fait, sur les biens mal acquis, la fille de Sellal, les enfants des généraux et puis des hauts dignitaires, ils sont à la tête de grandes sociétés. Regardez, ils ont été. Moi, j'ai un ami qui est soumissionné il habite en France, c'est un franco-algérien. Il était content, il m'a dit, il y a un marché Sonatrach ou l'État ou peut-être le ministère de l'Intérieur sur la vidéosurveillance, sur ceci et cela. Il était content de lui, mais le marché a été attribué à quelqu'un qui était un fils ou fille de général. Donc l'argent, il est déjà détourné, il est déjà à l'étranger. Et ça va continuer si il n'y a pas une vraie démocratie qui contrôle et où il y a un contrôle à tous les niveaux. Il n'y a pas seulement au niveau de l'État, il y a aussi au niveau des communes, des APC, les collectivités territoriales, à tous les niveaux, les fonctionnaires, etc. Donc j'en dis pas, tout le monde connaît les dossiers, tout le monde sait ce qui s'est passé avec l'autoroute Suez. D'ailleurs, dans mon livre, je traite quelques dossiers. Je traite le dossier Khalifa, la banque et la société aérienne. Je traite, et on voit bien que ce n'est pas ce Khalifa qui était condamné, il était un homme de paille. Je traite aussi de l'autoroute Est-Ouest, la mosquée d'Alger, Aiglazur et aussi donc d'autres sujets. Mon but, c'est pas de faire un compte-rendu journalistique, c'est d'aller au fond du fond et un peu décortiquer, faire des recoupements, voir qui est derrière quoi. Karl Marx a dit « l'histoire de l'humanité, c'est la lutte des classes ». Moi, je dis l'histoire de l'Algérie après l'indépendance, c'est la lutte des clans. Le clan présidentiel contre le clan militaire. Et eux, ils se battaient pour qui va prendre le plus. Et donc, cette votation démocratique et citoyenne pour cette assemblée, c'est pour préparer l'avenir et bâtir une économie diversifiée, etc. Tout sur le plan de l'architecture de l'économie algérienne, nous avons beaucoup travaillé avec Abdelrahman Mebtoul, avec beaucoup de grands économistes, et nous avons fait même des livres ensemble. Nous avons les solutions, mais nos solutions, il faut une volonté politique. Puis on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. On ne peut pas les appliquer, parce que la première chose, c'est lutter contre la corruption, c'est de construire une vraie économie concurrentielle, c'est de lutter contre les oligarchies qui se sont accaparées, qui ont détruit l'industrie algérienne. L'industrie algérienne a été détruite sciemment parce que ça ne les intéresse pas que les produits soient faits localement, ça les intéresse d'acheter à 100 et de vendre à 200. Ils ont des facilités de la douane, les facilités de transport, logistique, il n'y a aucun contrôle. Et on a même vu des conteneurs avec des chiffons pour faire de la surfacturation. C'est-à-dire, on a acheté pour 200 millions de dollars
des ordinateurs, mais quand on rentre les conteneurs, il y a des chiffons. Ça veut dire que l'argent, il est parti, 200 millions, mais la marchandise qui est arrivée, elle vaut même pas 1000 ou 2000 euros. Vous voyez, ils se sont ingéniés pour faire beaucoup de sociétés offshore. Vous verrez dans l'affaire Aigle-Azur comment ils ont été en Chine, ils ont négocié avec le Parti communiste chinois, ils ont remis ça entre les mains du vice-président chinois qui lui-même contrôle des sociétés. Il a mis des hommes de paille qu'il a assassinés, un homme de paille qui était à la tête de la société HNA, qui a racheté les actions d'Aigle-Azur. Il est tombé, soi-disant, en France, d'un bâtiment en train de prendre des photos. On n'est pas débile. Quelqu'un qui prend des photos, il regarde autour de lui. Donc, vous voyez jusqu'où ça a été. C'est des magouilles. Moi, mon rôle, c'est pas de faire de l'investigation. C'est aux journalistes et c'est aussi aux tribunaux algériens. Moi, j'ai assemblé le puzzle. J'ai été voir qui est cette société que, soi-disant, la famille Djerouiden a vendu, GoFast a vendu les actions, qui est derrière, comment il fonctionne. Et j'ai été dans les secrets parce que j'étais en Chine plusieurs fois. C'est la seule chose que j'ai pu faire. Il est clair que ça a été négocié, que Aigle-Azur, c'est pas Monsieur Djerouiden, qui est un ami, et paix à son âme. Heureusement pour lui qu'il est décédé, heureusement. Il est décédé avant. Il ne verra pas cette catastrophe. Et je suis content que son fils, que je connais bien, que j'ai connu à la foire d'Alger, il ne soit pas mêlé à tout ça parce qu'il a vendu ses parts, la famille a vendu ses parts. Et ça m'a paru tout de suite impossible. Vous savez, c'est pas avec quelques milliers. Monsieur Djerouiden, il n'a pas touché un héritage. Il vient d'une famille modeste et il a joué un rôle que beaucoup ont joué, c'est-à-dire à marcher avec des gens. Après, c'est à la justice de définir qui était derrière. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne crée pas une compagnie aérienne du jour au lendemain avec des... C'est pas des petits portables qu'on a mis, c'est des avions, c'est énorme. Votre livre est à paraître dans quelques jours. Là. Moi, je remercie d'ailleurs, je tiens à remercier mon éditeur L'Harmattan et son fondateur Denis Prion ainsi que Xavier Prion et toute l'équipe parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont mis, et je dois le dire, ils ont mis le paquet pour qu'il sorte le plus tôt possible. Ils m'ont fait éviter tous les processus qui sont normaux dans la création d'un livre. Pour qu'il sorte le plus tôt. Moi-même, je suis resté l'été chez moi pour travailler. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, vous savez, je m'explique. Moi, mon utilité, elle sert à quoi sur cette terre? Si je fais pas ça, je sers à quoi? Avec moi, c'est une amana. C'est-à-dire que on m'a donné l'occasion de travailler. J'ai fait une thèse sur l'Algérie, de doctorat, j'ai fait des livres. J'ai beaucoup d'informations, il faut que je les restitue. C'est une amana, je la restitue. C'est tout ce que je fais. Je ne fais pas grand-chose. Sinon, je ne sers à rien. Et donc, le livre va paraître. Pourquoi, qu'on m'explique, Aigle-Azur, pourquoi il a choisi l'Algérie comme seule destination au départ? Comment il a eu les... Vous savez-vous, et là, vous voyez, mon rôle à moi, c'est de prendre les... La loi sur le transport, elle a été modifiée, la loi sur le transport, pour permettre à Aigle-Azur d'agir. Qu'on ne me dise pas, ils l'ont fait pour M. Djerouiden avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais non. En plus, M. Djerouiden, il gérait GoFast avec tout le respect que je lui dois et paix à son âme. Il n'avait pas une formation de gestionnaire comme c'est le cas. Ça peut être le cas de son fils ou de nos enfants. Moi, j'ai pas la stature pour diriger une compagnie aérienne. J'ai 2 doctorats, j'ai publié des livres. Ça, c'est quelque chose qui... on ne peut pas dire, ah oui, mais il y a eu des lois qui ont été changées, il y a des facilités qui ont été accordées. Le premier marché
c'est le marché algérien. Tout le monde sait que Aigle Azur a été identifié à l'Algérie. Après, ils ont commencé à se répandre. Et c'est après. Et pourquoi actuellement il n'y a plus d'argent à Aigle Azur? Pourquoi il y a beaucoup de sociétés, il n'y a plus d'argent? Parce que ceux qui sont derrière, ils commencent un petit peu à retirer leurs capitaux et les mettre à l'abri. Parce qu'ils savent qu'un jour on découvrira. Imaginez qu'on découvre que voilà, Aigle Azur ça appartient, etc., à quelques généraux ou autres. On va tout de suite demander la saisie, etc., des avions. Là, ils sont en train de se retirer et on va voir qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui vont souffrir parce que l'argent va manquer. Et je prétends que ceux qui étaient derrière Aigle Azur, ils mettaient de l'argent même à perte. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de blanchir l'argent. Quand on veut blanchir l'argent, on achète, on ne compte pas. Par exemple, moi, j'ai 1 million d'euros. J'ai 1 million d'euros qui sont, que j'ai, c'est un exemple, là, je ne les ai pas. Hein. J'ai 1 million d'euros que j'ai acquis par la drogue, par des... Est-ce que vous pensez que je vais me dire, ah ben non, je vais négocier le prix? Je vais dire à quelqu'un, tiens, vous savez, à la banque. Ça vaut 500 000 euros. Ah ben je vous donne 1 million, mais vous m'organisez tout le transfert et que c'est moi, c'est pas mon argent. Moi j'ai eu cet argent comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais maintenant ils commencent un petit peu à se dire attention, il y a un problème là, parce que là il y a tout le monde, il y a les yeux du monde entier sur nous. On va faire attention. Donc il faut arrêter tout ça, mais on ne peut pas l'arrêter avec le pouvoir actuel. La justice, vous avez vu, ils ont actionné la justice. C'est cette justice-là qui est actionnée. Et même le ministre de la Justice actuellement, ils ont actionné une justice. Pourquoi elle n'a pas été actionnée avant? Est-ce que M. Gaïd Salah n'était pas au courant de tout ce que faisait ou Yahya ou Sellal? Mais il avait sous sa coupe les services secrets, les renseignements généraux, mais même les Algériens, ils le savaient, ils le mettaient sur les réseaux sociaux, même avant la révolution de février, tout le monde savait qui fait quoi. Les livres sont sortis, on a discuté, moi-même j'ai participé à des débats sur des chaînes arabophones. On a même parlé en arabe, on a dit voilà ce qui est derrière tout ça, on a organisé des débats et les choses sont claires maintenant. Donc il faut un vrai État démocratique qui ne fera pas le tri, à lui c'est un général à protéger, lui c'est pas, etc. Il faut une vraie... Mais ça va à l'encontre des intérêts de beaucoup de puissances, y compris étrangères. Nous, notre rôle, comment j'ai vécu les manifestations en Algérie en février, c'était une renaissance. Pourquoi? Parce qu'on écrit, on travaille, on fait des recherches. Vous savez, moi je suis plusieurs fois en Burlande et tout, mais on dit, mais bon sang, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Tous ces peuples, on a essayé. Et moi je travaille sur tout le Maghreb. Attention, je ne travaille pas que sur l'Algérie. L'Algérie m'inspire parce que j'étais plusieurs fois, j'ai des liens familiaux. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, de quoi vous parlez? Moi j'étais marié à une Algérienne, j'ai des liens familiaux, j'ai des liens amicaux, et puis j'ai défendu l'Algérie dans les instances nationales et internationales. J'ai emmené des sociétés en Algérie française au moment de la décennie noire. J'ai aussi, et ça je le mets dans le livre, avec l'ancien député Jean-Pierre Abrard, on a défendu les contrats gaziers entre l'Algérie, entre Sonatrach et Gaz de France, en faveur de Sonatrach. On s'est battu pour éclairer l'opinion, ça fait des décennies, c'est pas maintenant. La presse, moi j'ai regardé 90% de mes interviews, c'est avec des journaux algériens. Et puis, on ne peut pas m'empêcher d'aimer. J'aime l'Algérie. On ne peut pas m'empêcher. Est-ce que quelqu'un peut m'empêcher d'aimer l'Algérie? Je l'aime. Pas moi en tout cas. Si je l'aime, vous pouvez pas. Et je l'aime plus que toute autre chose. Quand je vais en Algérie, je suis bien. Je suis très très bien.